une histoire particulière. Dimanche, 15h, votre documentaire en 2 parties va commencer. Vous allez y croiser des personnages historiques de grande envergure, parmi lesquels Cléopâtre, Archimède, Alexandre le Grand Charlemagne, Saint-Pierre et même Lazare le ressuscité. Notez bien qu'une petite surprise vous attend à la toute fin de cette histoire. Alors ne perdons pas une seconde, je vous laisse en compagnie d'Olivier Chaumel et Rafik Zénine. Aujourd'hui, c'est dimanche faux et usage de faux avec brio. C'est bien signé Pascal. Des lettres du grand Pascal. Des lettres établissant qu'on attribue à Newton des découvertes dont l'honneur appartient à notre Pascal. Puisque voici l'auteur des pensées parlant, là, dans ce billet de 1648, du système des lois d'attraction dont Newton ne devait avoir la révélation que 20 ans plus tard. C'est fantastique, extraordinaire. Vraiment, monsieur le professeur? C'est tout l'effet que cela vous fait? Oh, excusez-moi, monsieur le professeur, pour le pauvre ignorant que je suis. Tout cela est du grec. Et le grec? Mais, monsieur Vrain-Lucas, ces lettres de Pascal sont-elles à vendre? Ah, mon Dieu, oui, monsieur le professeur. Je les achète. Un faux Matisse. Sur une simèse au MoMA. S'il y reste 15 jours et que le public le voit, ça devient un vrai Matisse. L'affaire Vrain-Lucas, l'empereur des géomètres et le prince des faussaires. Olivier Chaumel, Rafik Zénine. Je retrouve ça. Moi, c'est surtout le laisser-passer de Vercingétorix que je trouve quand même indépassable. Voilà, il y a Charlemagne, effectivement, voilà. Archimède. Lazare le ressuscité à Saint-Pierre. Mon très aimé Pétrus. Thalès. C'est à mourir de rire. La première fois que j'ai entendu parler de cette affaire, j'ai cru que l'affaire elle-même était une invention, en fait. Oui, est-ce qu'on n'est pas en train de se laisser mystifier par l'affaire Vrain-Lucas? Il y a de ça. Nous allons tantôt savoir si la falsification est un des beaux-arts ou pas. En tout cas, nous avons tous été faussaires lorsque nous étions enfants, au moins en signature, et avec plus ou moins de succès, lorsque nos parents avaient à justifier une absence ou accuser réception d'une punition. Nous nous sommes presque tous fait prendre. Être un bon faussaire n'est pas donné à tout le monde, et ces aptitudes-là se détectent très tôt. Vrain-Lucas est, a-t-on dit, le plus grand faussaire en écriture de tous les temps. Les 27 345 faux autographes qu'il a fabriqués ont été détruits par la justice une fois qu'elle a eu statué sur son cas, à l'exception de 180 pièces, parce que 2 paléographes ont bataillé pour qu'on conserve quand même quelques témoignages de cette merveilleuse affaire, ne serait-ce que pour aider à identifier d'éventuels faux de Vrain-Lucas qui seraient toujours en circulation. Les experts se sont donné un travail fou pour décortiquer tout ça. Ils avaient bien le droit d'en mettre un peu de côté, ce qui nous permet aujourd'hui d'approcher au plus près la production de Vrain-Lucas, grâce à Isabelle Lemann de Chermont, directrice du département des manuscrits à la Bibliothèque nationale, qui nous a préparé le curieux objet conservé sous la cote NAF 709. Il se trouve que à l'affaire Vrain-Lucas a été mêlé un expert qui était également conservateur au département des manuscrits à la Bibliothèque nationale. Et donc il a souhaité conserver un recueil de spécimens de lettres autographes, un petit nombre par rapport aux 27 000, mais effectivement conservons un peu plus de 170 lettres. Et quand on ouvre ce volume de recueil de spécimens, effectivement il est stipulé que et je cite, ce spécimen a été offert avec la permission de l'autorité judiciaire au cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale par les experts.
Et le fait même qu'ils emploient le mot de spécimen montre bien qu'ils ont envie d'avoir un petit échantillonnage qui permettra de retrouver les analyses qui leur ont permis d'arriver à la démonstration selon laquelle ces lettres étaient des faux. Alors ce spécimen se présente sous la forme d'un volume assez ordinaire, une demi-reliure comme on dit, avec le dos en parchemin et des plats en papier marbré et une pièce de titre en cuir rouge qui porte la mention faux autographe Vrain-Lucas et la date 1870 qui est la date du procès. Oui. Et de la constitution de cet recueil. objet. Et de la constitution du recueil. Quand vous ouvrez ce volume, la première chose qui frappe, c'est la page de titre qui a été faite extrêmement soigneusement, avec beaucoup de soin, avec une belle écriture moulée. Et on lit « Spécimen des faux autographes fabriqués par Vrain-Lucas, au nombre d'environ 27 000 et vendu par lui au prix de 150 000 francs à monsieur Michel Schall de l'Académie des sciences. Escroquerie punie de 2 ans de prison et 500 francs d'amende par jugement du tribunal de la Seine en date du 24 février 1870. Donc on voit bien que ce recueil, il est complètement lié à l'instruction judiciaire de l'affaire Vrain-Lucas puisqu'elle est passée devant un tribunal correctionnel. Alors je crois que Vrain-Lucas... c'est pas un grand faussaire au sens où il fait des imitations exactes, mais c'est un immense escroc parce que il raconte l'histoire qui va bien avec. Et l'histoire qu'il va raconter, en fait, elle va essentiellement s'axer sur la provenance de ce faux. Et d'abord, il va dire que lui n'est qu'un intermédiaire entre un vieux monsieur de bonne famille qui cherche à céder un fonds. Petit à petit, il va dire que ce serait de la famille Boisjourdin, c'est une famille qui existait mais qui n'existe plus à cette époque-là, et que le représentant de la famille, au moment de la Révolution, a émigré en Amérique sur un bateau qui a fait naufrage. Et là, effectivement, on est très convaincus parce qu'il y a des folios qui présentent des traces de mouillure. Donc tout d'un coup, on se dit, ah bah oui, ça doit être vrai. Et alors on va continuer sur l'histoire de la provenance. Mais d'où venait la collection Boisjourdin ? Ah, la collection Boisjourdin, elle venait, alors il y a peut-être des choses qui ont été réunies par Louis XVI, mais surtout ce qui est très important, c'est que ça venait de Rabelais. Ah, ça venait de Rabelais, d'où le fait qu'il y ait quasiment 500 lettres adressées à Rabelais dans les 27 000. Mais Rabelais, vous vous souvenez, il habitait près de Tours. Et à côté de Tours, il y avait une grande abbaye, il y avait le culte de Saint-Martin. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'époque carolingienne là ? Il y avait Alcuin. Et Alcuin avait rassemblé beaucoup de documents anciens, d'où le fait qu'on ait des lettres de Marie-Madeleine et qui parlent du courrier qu'elle entretenait avec Jésus, ce qui est forcément, parce qu'Alcuin était très intéressé pour retenir ce genre de choses. Donc il y a eu une transmission. Donc Alcuin recueille ça, et Rabelais, 7 siècles plus tard, lui va trouver ces lettres, et pour partie va les recopier et les traduire, pour que ça soit compréhensible en français. Ce qui explique que tout le monde s'exprime dans un français de la Renaissance. Ben voilà, et d'ailleurs Vrain-Lucas, lui, il fait pas tellement d'interprétation, il dit « Je vous ai trouvé ça dans le grenier de monsieur Boisjourdin, je sais pas vraiment ce que c'est, regardez. » Il dit ce que ça vaut. Et voilà, il est pas en train de dire « Je vous vends un document du 4e siècle ou un document du 6e. » Il dit « Voilà, j'ai ça. » Donc, même si ce n'est que la copie d'une lettre, ce qui est à l'intérieur est tellement palpitant et raconte des choses qu'on a tellement envie de lire, comme ma foi, le fait qu'il y ait eu des intermédiaires, c'est pas la vraie question. Et c'est en ça, je trouve que c'est un escroc qui est très très fort. On peut commencer, Gérard Coulon, par présenter les 2 personnages principaux, qui sont Michel Schall, mathématicien de l'Académie des sciences, et Vrain-Lucas. On va commencer par Michel Schall, si vous voulez. Les lycéens le connaissent encore, puisque au lycée, on étudie encore la relation de Schall. Donc il est né à Épernon, mais sa famille est originaire de Chartres. La famille, gros négociant en bois avec beaucoup de fortune. Michel est un étudiant extraordinaire qui est l'élève de Gaspard Monge. Une petite taille, un petit personnage très, très concentré, qui respire l'intelligence, mais une intelligence un peu inquiétante. Mais je crois qu'il faut différencier les premières années de sa vie
où il fait un grand adolescent un peu, et puis lorsqu'il va vraiment faire carrière, lorsqu'on va créer pour lui à la Sorbonne une chaire de géométrie supérieure, il va rentrer à l'Académie des sciences. Puisqu'on parle un peu de son caractère, il y a une chose qui est importante aussi, c'est quelqu'un qui est extrêmement bon également. Il est beau d'esprit et de cœur. Nicolas Michel, vous êtes un jeune mathématicien, vous préparez une thèse en histoire des mathématiques. Oui. Quel en sera le titre ? Pour l'instant, le sujet principal, c'est la figure de Schall qui sert à éclairer la distinction analyse-synthèse dans la géométrie au XIXe siècle. Une distinction analyse-synthèse qui, au début du XIXe siècle, est très importante, sert à marquer la distinction entre une géométrie qui repose sur l'utilisation de calculs algébriques et des infinitésimaux, ou du calcul différentiel, et une géométrie dite synthétique qui reposerait uniquement sur le raisonnement, et dont les grands noms seraient Monge, Carnot, Poncelet, une tradition dans laquelle Schall s'inscrit, tout en marquant des différences, presque on pourrait dire philosophiques, très importantes. Michel Schall est incontestablement, à son époque, une sommité de la géométrie, Nicolas Michel. Absolument. Mondial. Absolument. Dans le New York Times, dans la nécrologie du New York Times donc de 1880, il est présenté comme le plus grand géomètre du monde, ou en tout cas de France. En Angleterre, on le qualifie souvent d'empereur de la géométrie. Aujourd'hui, on le connaît principalement pour une relation tout à fait triviale sur les vecteurs. Que vous pouvez énoncer, s'il vous plaît. Tout à fait. Alors, la relation se donne sous la formule suivante. AB plus BC égale AC. Donc, en fait, c'est un... Ce qui paraît tomber sous le sens, un peu. Oui, c'est-à-dire que dans un parallélogramme, la somme de deux côtés consécutifs est égale à la diagonale en termes de vecteurs. Formule d'ailleurs que seuls les Français appellent formule de Schall. On aime bien donner des noms de mathématiciens français à des relations... c'est d'ailleurs un écueil que dénonçaient déjà les mathématiciens au XIXe siècle. Cette fascination pour les noms, pour donner des noms de notre histoire à ce genre de formules élémentaires. Non, ça n'est pas Michel Schall qui a établi la relation de Schall. Non. De toute façon, la notion de vecteur est assez vraiment absente de la géométrie de Michel Schall, et de manière générale, c'est pas une notion qui avait encore vraiment émergé dans la géométrie du XIXe siècle. En tout cas, pas avant les dernières décennies. Le deuxième personnage, c'est Vrin Lucas. Et Vrin, c'est son prénom. C'est son prénom, oui. C'est un rare. prénom de saint qui a donné la ville de Saint-Vrin, par exemple, ou la ville de Saint-Véran. C'est un personnage curieux. Il naît dans une famille d'indigents, de gens absolument illettrés, de gens qui sont dans un besoin, mais alors extrême. Il naît en 1816 et il est pris tout de suite par monsieur le curé et le maître d'école, qui détectent chez ce gamin des dons assez exceptionnels. Il apprend à lire très vite, visiblement, et il commence à dévorer les livres. On a l'impression d'un boulimique de la lecture, de quelqu'un qui n'a pas de frontières dans ses goûts. Jusqu'à présent, il est honnête et il restitue les ouvrages. Il est complètement honnête, il taquine la muse, il se pique de poésie, jusqu'à 25 ans à peu près. C'est un érudit local, et il publie dans les petites feuilles locales des petites chroniques d'histoire régionale, qui sont de bonne tenue, qui ne sont ni géniales ni mauvaises. Il se marie avec une fille de Châteaudun, et puis peu à peu naît en lui un rêve un peu fou, monter à Paris. Vrin Lucas avait son plan. Grâce à certains appuis auprès de l'administrateur de la bibliothèque impériale, se faire admettre comme officiant dans le temple de la rue de Richelieu. Mais la première condition pour être nommé bibliothécaire était d'avoir son baccalauréat. Grosse déception, Vrin Lucas dut aussitôt renoncer à son rêve. Il ne put même pas entrer dans une librairie, malgré la recommandation d'un professeur du lycée de Chartres, amateur d'autographes qui le tenait en affection. Il est certain que Vrin Lucas a été honnête toute une partie de sa vie. Et serait-il rentré au catalogage bibliothèque impériale, il aurait été, j'en suis convaincu, un employé modèle, un fonctionnaire zélé et sans reproche. Malheureusement, on le refuse. Catastrophe, donc. Alors, vous pensez, Gérard Coulon, que cette première frustration aura son importance dans les événements qui vont suivre ? Je pense qu'elle est absolument fondatrice et capitale. C'est-à-dire que
il va certainement d'une manière qu'il ne peut pas exprimer et dont il n'a pas conscience. D'une façon inconsciente, il va en vouloir aux milieux intellectuels. Il a une revanche à prendre. Je pense que c'est une revanche. Et on sait combien, dans une existence, la revanche est un moteur puissant. Même inconscient, j'allais dire surtout inconscient. Un hasard lui fait rencontrer le directeur d'un cabinet généalogique, le cabinet Courtois-Letellier, et il parvint à se caser dans cette maison qui avait, il faut l'avouer, mauvaise réputation, passant à tort ou à raison pour avoir fabriqué nombre de pièces fausses. Peu importait à Lucas, qui, gagnant sa vie par son travail de placier, avait désormais assez de loisirs pour poursuivre ses études et hanter ses chères bibliothèques. Tour à tour, Sainte-Geneviève, l'Arsenal, la Mazarine, la Bibliothèque impériale, le comptèrent au nombre de leurs clients fidèles. Une sotte aventure lui arriva un jour à Sainte-Geneviève, où un surveillant le surprit, un instrument tranchant en main, à considérer de trop près les rayons du dépôt. Cette peccadille lui valut d'être expulsé sur l'heure. Georges Girard, Vrain Lucas, le parfait secrétaire des grands hommes, 1924. Alors, comment Vrain Lucas se met-il en relation avec Michel Schall? Comment le faussaire rencontre-t-il son collectionneur? Je ne l'appellerai pas encore faussaire. Disons quelqu'un qui fait des tentatives pour faire plaisir à ses clients. Encore. C'est vraiment le mystère de l'affaire également. Il a le goût des livres, mais enfin, il n'a pas de culture générale du tout. Comment est-ce qu'il va être reçu ? Une culture un peu hétéroclite, oui, composite. Culture hétéroclite, très, très pratique, très pragmatique, qui est basée sur les livres. Comment est-ce que une personnalité comme Michel Schall va recevoir Vrain Lucas? Comment va-t-il recevoir ce quidam? Un jour, Vrain Lucas frappe chez Michel Schall. Maître, il est très déférent, et il va placer dans la conversation qu'ils sont pays. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux du même département. Ils sont de l'Eure-et-Loire. Et ça, quand vous êtes parisien, ça vous rapproche. Ah bon, vous êtes à côté de Château-d'Homme, vous, je suis de Chartres. Ça leur fait un sujet d'approche, de conversation, d'osmose. Et peu à peu, ils vont parler histoire, bien entendu. Et là, Schall va dire à Vrain Lucas, ah bon, vous êtes vous travaillez chez Letellier, vous vous intéressez aux auteurs. Vous savez, moi, je rêve d'écrire un livre basé non pas sur les chroniques, mais sur les documents authentiques. Et là, il dit à Vrain Lucas, si vous m'aidez à faire ce livre, si vous me trouvez des documents, je vous ferai un beau cadeau. Et Vrain Lucas revient après et lui propose, excusez du peu, une lettre de Molière, une lettre de Racine et une lettre de Rabelais. Donc de quoi s'agit-il, Bruno Fulini? C'est une des innombrables pièces que Vrain Lucas a fabriquées et une des 180, je crois, qui sont conservées. Oui, et puis ma préférée de très loin, puisque il s'agit d'un laissez-passer en français, signé de Vercingétorix. J'octroie le retour du jeune Troilus Pompéus auprès de l'empereur Jules César, sien maître, et ordonne à ceux qui ces lettres verront le laisser passer librement et l'aider au besoin. Et puis au dos, on lit ceci. Ceci est la lettre que Vercingétorix, chef des Gaulois, remit à Troc Pompée, qui était venu lui apporter une missive de Jules César, afin qu'il s'en retourne librement devers son maître. C'est-à-dire que, voilà, Vercingétorix et Jules César correspondent. On est vraiment heureux d'avoir des traces écrites de cette correspondance. Ils correspondent en français, ce qui est un indice de patriotisme assez extraordinaire. Néanmoins, c'est quand même de l'ancien français, pour que ça fasse plus vrai. Bon, l'affaire Vrain Lucas. Il y a deux protagonistes. Il y a Schall. Bon, ça c'est le savant, scientifique, en dehors de tout soupçon, quelqu'un d'intègre, de compétent dans son domaine. Et puis l'autre protagoniste, c'est Vrain Lucas. Frédéric Castin, libraire et marchand d'autographes. Vrain Lucas, c'est un autodidacte. Et pendant 8 ans, de 1861 à 1869, il va vendre au mathématicien Schall, donc, 27 000 lettres. Il va les lui vendre pour 150 000 francs. On a fait les calculs, ça représentait environ aujourd'hui 600 000 euros. Mais le problème, c'est que toutes ces lettres sont des faux. Bruno Fulini, si l'affaire Vrain Lucas ou affaire Schall existe,
c'est parce que les deux protagonistes se sont mis en relation, qu'il y a quelque chose qui a fonctionné, que la relation est devenue intime entre ces deux hommes et très très singulière. Il y a une relation qui n'est pas une relation d'amitié, mais qui est une relation de confiance. C'est une relation un petit peu diabolique. Elle a quelque chose d'un peu faustien, parce que le faussaire est quelque part valorisé d'être pris au sérieux par un grand esprit, et le collectionneur est fortifié dans ses envies, dans ses croyances, dans ses projets, par ce personnage qui lui amène ce dont il rêve. Et c'est pour ça que la relation va durer longtemps. À la limite, qu'un faussaire vende un faux document à un collectionneur, je dirais que c'est banal. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est qu'il y a eu une relation de long terme, comme on peut en constater entre un espion et son officier traitant, entre un intoxiqué et son fournisseur de drogue, quelque chose qui s'installe comme cela. Et je pense que, en fait, tant que l'affaire n'a pas éclaté, Chasles était un homme heureux. C'est un homme heureux parce qu'on lui apportait ce dont il rêvait et il l'achetait, donc ça devenait à lui, il le palpait, il le serrait dans ses classeurs. Je pense que ça a été un grand bonheur, une grande jouissance pour Chasles. Le lien n'est pas symétrique entre les deux hommes. Non, c'est pour ça que c'est pas une relation d'amitié, mais c'est plus qu'une relation, je dirais, d'escroc à pigeon ou même de fournisseur à client. Il y a une relation de confiance et il y a quelque chose qui se construit. Et donc, la rencontre, si vous voulez, c'est un peu comme si la mèche rencontrait l'allumette. Gérard Bérébi, éditeur. Quand on connaîtra l'histoire par la suite. C'est-à-dire que M. Chasles était un membre éminent de l'Institut, un scientifique, doublé d'un collectionneur d'autographes. Et ça, Vrain-Lucas le savait. Quand même, oui. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'arnaque. Dans le fond, elle est géniale, elle est admirable et relève de l'exception historique. Mais bien sûr qu'il y avait arnaque. Mais comme ce genre d'arnaque, il y a un côté assez génial pour arriver à l'arnaque qui fait qu'on est là à en parler aujourd'hui. Alors, on peut peut-être dire, Gérard Coulon, que Vrain-Lucas vendra plus de 27 000 documents à Michel Chasles. C'est absolument démesuré, mais au début, ça part doucement. Comment est-ce que la machine s'emballe-t-elle ? Pendant 6 ans, il va lui acheter des choses, jusqu'à ce que l'affaire éclate en 1867 à l'Académie des sciences. Et c'est en fait le président de l'Académie des sciences qui va déclencher l'affaire. C'est le chimiste Chevreul. Et Chasles, depuis quelque temps, a parlé de la gravitation universelle, en disant qu'un jour, il fera une révélation à l'Académie. Et Chevreul trouve le moment assez opportun, et le 15 juillet 1867 à 15h, à l'Académie des sciences, Chasles dévoile ses premières batteries à propos de la gravitation universelle, dont chacun sait que les lois ont été émises par Newton. Oui. Mais Michel Chasles possède le vénard des lettres de Pascal à Newton et réciproquement. Absolument. Ce qui est important là-dedans, c'est que les révélations que Michel Chasles fait à l'Académie des sciences tendent à établir que les lois de l'attraction universelle ont été découvertes par Pascal une vingtaine d'années avant Newton. Absolument. C'est-à-dire que ça ruine cette magnifique image d'Épinal de la pomme qui tombe du pommier dans la maison de campagne de Newton. Vous vous rendez compte? Imaginez les Anglais. Et surtout, ça rend une découverte capitale à la France, alors qu'on la pensait anglaise. Ça bouscule absolument l'histoire des sciences, et ça répond à quelque chose qui est fondamental chez Vrain-Lucas. Il veut rendre à la France, en fait, l'éclat qu'elle a eu, et toutes les découvertes qui ont été faites par des étrangers, il faut les rapatrier à la France. Et c'est en fait cette révélation qui va attirer la multiplication des lettres, parce que un mécanisme va se mettre en place. Peu à peu, tout de même, les gens vont un peu faire les rebelles en disant « Mais attendez, ce que vous nous dites est absolument impossible, on en reparlera. » On détecte des incohérences. Ça n'est pas possible, compte tenu de l'état d'avancement des sciences. Et puis, peu à peu, on va abreuver. La source va se révéler intarissable. Et c'est en voulant répondre aux contradicteurs qu'il va susciter de nouvelles lettres, qu'il va les trouver, bien entendu, comme par miracle,
et qu'il va y avoir une accélération. On va passer de 3000 à 27 000 lettres. La polémique a débuté et elle enfle. Mes chers collègues, ce n'est pas sans émotion que je prends aujourd'hui la parole devant cette auguste assemblée. J'ai conscience de réparer une injustice. Depuis près de 2 siècles, l'une des plus importantes découvertes scientifiques de l'histoire des hommes est faussement attribuée à l'anglais Newton. Et le véritable auteur n'est autre que l'un des plus illustres de nos compatriotes, j'ai nommé Blaise Pascal. En gros, Gérard Coulon, dès qu'on pointe une bizarrerie dans ce qu'avance Michel Chasles, eh bien, Michel Chasles signale la chose à Vrain-Lucas qui, le soir même, écrit un document qui vient à l'appui de ce que prétend Michel Chasles. Le scénario est le suivant. Chasles fait sa communication à 15h. Il rentre chez lui vers 17-18 heures. Et Vrain-Lucas est toujours là. Maître, comment s'est passée votre séance ? Oh, vous savez, mon cher ami, ça s'est bien passé, mais un tel m'a rétorqué que... Ah, si vous pouviez trouver une lettre de monsieur un tel à monsieur machin, disant que, c'est-à-dire répondant à la contradiction qui a été faite, ce serait absolument magnifique, et entre guillemets, je clouerais le bec à mon contradicteur. Seulement, il y a tout de même un hic qui est énorme. C'est que lorsque Pascal est censé envoyer des lettres au jeune Newton, Pascal a 33 ans et le jeune Newton a 11 ans. Dès la semaine où Chasles présente les textes, on a de nombreuses personnes qui viennent dire que ces textes sont faux pour un nombre assez important de raisons. Mais les débats semblent, en tout cas pour une bonne partie, gagnés par Chasles. En fait, c'est assez difficile de savoir qui est d'accord avec Chasles et qui ne l'est pas à ce stade. Parce que le débat se joue sur plein de tableaux, à l'Académie des sciences, dans les journaux, puis dans les académies de toute l'Europe, en fait, puisque très vite, l'affaire prend une affaire vraiment internationale. Les Anglais, les premiers, sont outrés par l'assaut qui est fait sur la personne de Newton. Les Italiens... Outrés et très ironiques aussi. Oui, bien sûr. Mais il faut voir... Mais bon, ça va... c'est une époque de patriotisme très exacerbé. Mais il est amusant de remarquer que dès les premières semaines, dès juillet ou août 67, il y a des gens qui pensent que effectivement ces lettres sont l'œuvre d'un faussaire, attribuent ces lettres à un Anglais, pour ensuite révéler la supercherie et causer la honte chez les scientifiques français. À partir d'un début de contestation de la communauté scientifique dans ce débat, M. Chasles s'en ouvre à Vrain-Lucas. Et qu'à cela ne tienne, dans la foulée, M. Vrain-Lucas sort de sa collection une lettre qui contredit, avec les arguments tout à fait opportuns, les contestataires. Et ça dure pendant 2 ans. Et trop, c'est trop. Vrain-Lucas prétendait qu'il était en contact avec un vieux monsieur dont la famille remontait à la Révolution française et qu'un membre éminent de la famille a commencé à collectionner tout ça, mais que je ne peux absolument pas vous dire qui c'est parce que j'ai promis de garder le secret, je suis l'intermédiaire, et bon, tout le travail que ça représente, je suis payé 15%, ça n'est pas beaucoup, mais pour l'amour des lettres, je le fais volontiers, et surtout pour quelqu'un comme vous, Monsieur Chasles, qui est un collectionneur si sympathique et un compatriote de l'Eure-et-Loir. Et volontiers flagorneur, hein, Vrain-Lucas. Ah, totalement, totalement. Mais ce qui est quand même extrêmement frappant, c'est que ces lettres-là, quand on les lit aujourd'hui, et c'est ça qui est la chose la plus intéressante à retenir, c'est qu'elles ont un ton d'authenticité. Et quand j'ai dit tout à l'heure que la rencontre n'était pas tout à fait fortuite entre les deux hommes, c'est que l'un a servi l'autre et l'un avait besoin de l'autre.
Pourquoi collectionne-t-on les autographes des grandes figures de la littérature, des sciences, de l'histoire? On se dira qu'il y a là quelque chose qui tient du fétichisme. Sans doute, mais pas seulement. Frédéric Castin en sait quelque chose, qui est un enthousiaste marchand d'autographes et qui, de ce fait, se pense contemporain, voire ami de tous les grands personnages. Une page manuscrite de Flaubert. Mais là, Flaubert, il n'est pas en représentation. L'homme plume, Flaubert, à Croisset, il est dans son bureau, tout seul. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, on a comme des barres rocheuses avec les rayures qu'il a, et les mots qui viennent battre comme des vagues sur ces espèces de digues, ces écueils. C'est-à-dire que là, il n'est pas en représentation, il se vide de son sang. Il se vide de son sang, et une encre noire, une encre dégoûtante presque, mais qui va changer en or, qui va donner Madame Bovary, qui va donner, voilà, très énergiques, voilà, des ratures très énergiques. Voilà. Donc encore une fois, vous voyez, c'est le manuscrit, c'est aussi cet aspect, un aspect vraiment, enfin, pour moi, qui est très important, c'est-à-dire saisir à un moment donné ce moment insaisissable d'ailleurs, qui est insaisissable, le moment où l'œuvre d'art se fabrique, sort, si vous voulez. Bon, on approche au plus près, on comprend pas tout, mais on approche au plus près avec le manuscrit. Ça, c'est un autre aspect du manuscrit. Comme il y a un marché de l'autographe, Frédéric Castin, la tentation du faux apparaît. Comme dans tous les domaines, il y a des faussaires, il y a des faux. Mais je pourrais presque dire que dans le domaine de l'autographe, plutôt moins qu'ailleurs, pour une raison simple, c'est que, prenons cette lettre, par exemple, d'Henri IV. Bon, si vous voulez faire une fausse lettre d'Henri IV, d'abord il faut le papier. Bon, il faut le papier de l'époque. Il faut l'encre de l'époque. Ensuite, il faut trouver l'écriture. Il faut imiter l'écriture. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus intime, de plus naturel, de plus spontané chez quelqu'un que l'écriture? Bon. Et ensuite, il y a des gens qui ont du talent pour ça, pour l'imitation. Oui, mais attendez, si vous mettez bout à bout tous ces critères, et ensuite, il faut la cohérence du texte. Faites une longue lettre de 10 lignes, de 10 pages, etc. Vous avez la date, vous avez le destinataire, vous avez le contenu. Vous savez, il y a toujours des spécialistes. Le spécialiste, je ne parle pas des experts, hein, le spécialiste, le type qui se passionne, il peut très bien ne rien savoir sur rien du tout de ce qui se passe autour. Par contre, sur un personnage, il saura tout. Par exemple, il est passionné par Louis XIV, il saura quasiment quand Louis XIV s'est fait dépuceler dans les bosquets, quand il a eu sa première dent de lait, etc. Donc, c'est le moindre détail, vous voyez, y compris les historiens, évidemment, peut faire trébucher. Et tout ça, pour obtenir un prix de vente, si on veut les vendre, qui est quand même limité, même si on peut atteindre des sommes importantes, mais c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec les tableaux, des choses comme ça. Donc ça vous demanderait un tel effort que finalement, il y en a peu. Il y en a, hein, c'est mon métier d'expert, il y a des faux. Il y a l'exemple de Vrain-Lucas, mais vous avez par exemple un autre exemple de faussaire qui s'appelait Feuillet de Conche, qui était à la fin du 19e, qui était un type très très bien introduit dans les milieux scientifiques, bibliophiles, les archives, les conservateurs, etc., qui a fait des brochures scientifiques assez développées et intéressantes. Et lui, son truc, c'était, il faisait par exemple, il prenait, 4 lettres il fabriquait 4 fausses lettres de Marie-Antoinette. Bon. Il en prenait 2, puis il allait aux archives nationales, chez ses amis les conservateurs, il parlait avec tout le monde, il allait dans les dossiers parce qu'il avait libre accès, scientifique, etc. Et ces 2 fausses lettres, il les glissait dans les collections publiques. Ensuite, il allait voir un client, il dit, écoutez, oui, j'ai 2 lettres de Marie-Antoinette, là, parce qu'il en avait fait 4. Mais écoutez, je veux pas vous vendre ça, il faut être sûr, hein, moi je veux être sûr, je veux pas avoir d'histoire, etc., etc. Écoutez, venez, on va aller aux archives, on va essayer de voir, de comparer, de voir si c'est bon. Et donc, il retournait aux archives, il sortait les 2 fausses qu'il y avait mis, il dit, oui, c'est bon, regardez, il n'y a pas de problème, hein, etc. Bon, voyez, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'était un peu plus élaboré que Vrain-Lucas, encore que Vrain-Lucas, c'est pas mal. Isabelle Lemann de Chermont. Il se trouve que ce document NAF 709, qui contient les 180 lettres de Vrain-Lucas, les lettres simulées, disait-il, est consultable en ligne sur le site de la BNF, Gallica. Et là, ça illustre quand même l'importance du document physique par rapport au document numérique, parce qu'on sent la texture de la chose, on est plus près du travail de l'auteur.
Ah oui, tout à fait. Et du coup, justement, cet aspect de ce cousinage des lettres entre elles, on le sent vraiment quand on voit ce recueil, parce qu'on peut les feuilleter, revenir à l'une, revenir à l'autre, et c'est ça qui permet de vraiment de se rendre compte de la matérialité de ce qui a été fait. Vous avez tout à fait raison. Il n'en reste pas moins que la lecture des lettres de Vrain-Lucas sur Gallica, c'est un grand moment de plaisir que je recommande à tous vos auditeurs. C'est un peu improvisé, sa méthode. Au jour le jour. Alors c'est un peu improvisé dans la mesure où d'abord, je pense qu'il pouvait pas imaginer l'océan de production qu'il allait générer quand même. On commence pas en se disant je vais faire 27 000 lettres et puis on verra après. Ça c'est pas possible. Il commence en apportant quelques documents, ses châles, et puis je dirais il voit que ça prend. Ça mord. Donc du coup, il va en faire d'autres. Et ce qu'il y a d'improvisé, c'est qu'il va s'apercevoir que, quand même, Charles se pose des questions sur certaines lettres, en disant, mais quand même... Et donc, du coup, Charles va générer d'autres lettres qui justifient l'existence des précédentes. Et ça, c'est un phénomène qu'a très bien analysé Marc Bloch dans son superbe livre qui s'écrit, c'est l'Apologie pour l'histoire, où il dit le faux engendre le faux. On peut sans doute faire l'hypothèse, Bruno Fulini, que Vrain-Lucas sait assez bien qu'il va finir par se faire prendre, parce que une des articulations de l'affaire, c'est que Michel Schall fait communication des lettres de Pascal à l'Académie des sciences. Ça devient public et Vrain-Lucas doit bien se douter que la supercherie va être découverte. À la base, la grande supériorité d'un fabricant de faux manuscrits par rapport à un fabricant de faux tableaux ou de fausses sculptures antiques, c'est la relative confidentialité du marché. Généralement, un acheteur de manuscrits enserre ses manuscrits dans ses classeurs et ne les montre qu'à un petit nombre de personnes, voire à personne. Avec Schall, le risque est beaucoup plus grand parce que ces manuscrits ne sont pas seulement destinés au contentement du collectionneur, ils visent à étayer des thèses qui effectivement vont faire l'objet de communication publique et de publication. Et à partir de là, vont donner lieu à la critique. Alors, le temps des académies est un petit peu lent, donc la réaction n'est pas absolument immédiate, mais elle vient quand même assez vite. Elle vient quand même assez vite. Lorsque vous mettez en cause des certitudes comme Newton, bon, évidemment, il faut s'attendre à des controverses. Et très vite, ce que Schall apporte comme preuve apparaît comme ce que nos grands-pères eussent appelé des forgeries, des faux et des faux grossiers, et des faux invraisemblables. Et c'est pourquoi Vrain-Lucas est mystérieux. C'est pourquoi, dans cette affaire, on a le sentiment que Vrain-Lucas, à un moment ou à un autre, sait qu'il sera découvert d'une manière ou d'une autre. Les gens qui usurpent une identité, les gens qui fabriquent des faux, bien sûr, craignent la lumière, mais parfois aussi la désirent de façon étrange, bizarre. Et là, il faut vraiment faire appel à un psychologue ou à un psychiatre pour avoir le pourquoi. Mais c'est vrai que dans les affaires d'espionnage, dans les affaires criminelles, dans les affaires d'escroquerie, c'est quelque chose que l'on constate assez souvent. Ils ne savent pas s'arrêter, ils vont de plus en plus loin, et puis ils ne disparaissent pas non plus. Au fond, il aurait franchi la frontière au bout de quelques mois avec les sommes tout de même coquettes qu'il avait empochées. Il n'y aurait pas eu non plus de véritable affaire Vrain-Lucas. En tout cas, il aurait évité bien des ennuis. Or non, il continue comme si de rien n'était et comme si ça devait se poursuivre jusqu'à un dénouement qui ne peut être quand même que judiciaire. L'avocat impérial Fourchy n'avait qu'à enfoncer une porte ouverte. Il n'en fit pas moins un historique complet de l'affaire, il donna lecture des lettres les plus bouffonnes de la collection et termina en appelant toutes les sévérités de la loi sur la tête du maître escroc qui n'avait pas craint de cribler de ses épigrammes celui dont il avait pris la bourse. Fort ardue était la tâche de maître Horace Elbronner, chargé de présenter la défense. Il invoqua d'abord la prescription. Le ministère public n'ayant pas précisé, dit-il, quels autographes avaient été vendus à M. Schall depuis moins de 3 ans, il soutint ensuite que le prévenu n'avait usé que de mensonges, et il rappela que les mensonges, si audacieux ou habiles qu'ils puissent être, ne constituent pas les manœuvres frauduleuses indispensables pour caractériser l'escroquerie.
Pierre Bouchardon, Les procès burlesques, 1929. Il faut essayer de comprendre comment et pourquoi Schall, mathématicien, intellectuel de haut vol, a pu tomber dans le panneau. C'est une des questions principales. Une des questions principales. Alors, premièrement, Frédéric Castin. Un des aspects, c'est de dire que, d'une certaine façon, c'est une proie facile parce que c'est un intellectuel, en même temps un naïf et un passionné. Donc, les gens passionnés, souvent, parfois, les défenses immunitaires tombent. Bon. La prudence. Voilà. Mais en plus, il lui apporte ces choses. Il connaît pas le monde de l'autographe, Schall. Il est tellement fasciné que il exige de Vrain-Lucas l'exclusivité. C'est-à-dire, il a peur que Vrain-Lucas, vous voyez au début, comment le processus, il a peur que Vrain-Lucas aille proposer ces choses-là à d'autres personnes. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que ces documents, Schall est le seul à les voir. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas de personne extérieure qui pourrait lui dire, le mettre en alerte, lui dire, attention, on en réfléchit, enfin, etc. Alors, parfois, il a des doutes. Parce qu'il se dit, mais c'est quand même, c'est bizarre, etc. Et donc, il en parle à Vrain-Lucas, et puis il lui dit, écoutez, là, ça me pose un problème quand même. Et à ce moment-là, Vrain-Lucas, très habile, lui dit, mais si vous avez le moindre doute, aucun problème, je les reprends, puis j'irai voir un tel. Et l'autre agit. Oui, et l'autre agit. Non, surtout pas. Vous voyez comment, en même temps, il s'enferme dans ce truc-là, et comment, à partir du moment où il est tout seul avec ça, il se dit c'est tellement exceptionnel. Même s'il a des doutes, il se dit mais oui, mais en même temps, imaginons que ce soit quand même vrai, c'est pas possible. Donc voilà, il se laisse enfermer là-dedans. Messieurs, je viens de dépasser ma 70e année. Ce n'est pas à mon âge qu'on se hasarde à la légère dans une telle affaire. On se demande si j'ai été trompé. Mais la légèreté, en l'occurrence, me semble plutôt venir des critiques que l'on formule. Quant à moi, je réponds sans tarder. On dit que les lettres de Pascal que j'ai soumises à l'Académie des sciences sont fausses. Eh bien, en voici d'autres, messieurs. Regardez-les, monsieur le Président. Elles aussi, j'en fais hommage à l'Académie. Elles répondent à toutes les critiques. Je dis bien toutes les critiques que l'on a formulées. Je puis dire que ces lettres-ci écrasent littéralement mes contradicteurs. De manière générale, le poids des institutions... Nicolas Michel. Les positions sociales qu'occupaient les différents protagonistes de cette affaire est très important. Par exemple, une des premières personnes qui a fait un travail de fond et conséquent pour démontrer la fausseté des lettres de Pascal, c'est Prosper Fogère. Prosper Fogère qui, dès la fin de l'été 67, écrit un mémoire conséquent, tout à fait solide. Prosper Fogère, c'est un homme d'État qui travaille archiviste au ministère des Affaires étrangères. Qui connaît bien le sujet Blaise Pascal. C'est ça, oui, c'est un expert de Blaise Pascal. On dit généralement que c'est l'auteur de la première édition critique des pensées de Blaise Pascal. Établi d'après les textes autographes manuscrits. Oui, qu'il a consulté en long et en large. Donc l'écriture et la signature de Pascal, il connaît bien. Pascal, c'est vraiment son domaine. Et donc, quand il écrit un mémoire tout à fait conséquent, dans lequel il met le doigt sur finalement la plupart des problèmes qu'ont les faux de Vrain-Lucas, il n'est pas du tout pris au sérieux. D'une part parce qu'il n'est pas membre de l'Académie, il a un poste tout à fait respectable, mais ce n'est pas un scientifique reconnu. Lui-même n'est pas académicien, il n'a pas la même voix que pourrait l'avoir un érudit vénérable de la stature de Schall. Qu'est-ce qui fait que Vrain-Lucas finit par être traduit devant le tribunal correctionnel à Paris en septembre 69. Il est traduit, il est arrêté le 9 septembre 1869 et la justice est assez expéditive à l'époque puisqu'il passe au tribunal les 16 et 23 février 1870, quelques mois après. Alors en fait, c'est une histoire abracadabrantesque. Schall lui a commandé 3000 nouvelles lettres qu'il lui a payées. Et Vrain-Lucas ne livre pas cette correspondance. Alors, il commence à s'inquiéter, Schall. Sa grande crainte, c'est que ce patrimoine lui échappe et parte à l'étranger. C'est-à-dire que ces lettres époustouflantes échappent à notre patrimoine national. On ne peut pas accepter ça. Et donc Schall va voir un de ses amis commissaire de police et lui dit « Pourriez-vous surveiller cet individu, le suivre jour après jour, heure après heure, pour ne pas qu'il quitte le territoire.
qu'il ne quitte pas le territoire et qu'aucun acheteur étranger vienne le voir pour que ce trésor national nous échappe. Monsieur Vrain-Lucas sort de son domicile rue Saint-Georges à 11h. Il déjeune le plus souvent dans une crèmerie sise au numéro 84 de la même rue. Après quoi, il se rend à la bibliothèque impériale. Il y passe l'après-midi. Il consulte des ouvrages dont nous avons la liste. Elle témoigne d'un éclectisme significatif. Monsieur Vrain-Lucas s'intéresse à tout, aussi bien à l'Antiquité grecque qu'au Moyen-Âge français ou à l'histoire des papes, voire même à la Bible et à l'Évangile. Chaque soir, à la fermeture, monsieur Vrain-Lucas prend son dîner dans un excellent restaurant. Il semble affectionner le café riche. Après quoi, Vrain-Lucas rentre chez lui. La lumière brille dans sa chambre jusqu'à une heure avancée de la nuit. Il travaille. Vrain-Lucas est dans son genre une sorte de bénédictin. Sa concierge et ses voisins ont témoigné que depuis 8 ans, il ne s'est jamais couché avant 4 heures du matin. Depuis 8 ans? Exactement depuis le jour où il s'est présenté chez vous pour la première fois. Mais qu'est-ce qu'il peut faire ainsi toute la nuit? Est-ce que maintenant vous n'avez pas là-dessus, monsieur le professeur, une petite idée? On imagine Vrain-Lucas qui retrouve son domicile, qui s'installe à sa table de travail, qui passe une bonne partie de la nuit à la lueur de la bougie, lui qui a en plus des problèmes d'yeux. Il y a quand même chez cet homme un dévouement incontestable. Est-ce que vous pensez, Bruno Fulini, que Vrain-Lucas s'amuse de la mystification dont il est l'auteur? En tout cas, il prend des risques. C'est-à-dire qu'à certains moments, les faux deviennent vraiment acrobatiques et ce ne serait pas le seul escroc chez qui on constaterait une vague envie de se faire prendre. Parce que sur le fond, un faussaire de sa classe aurait très bien pu faire des faux relativement sages, relativement crédibles, et il n'y aurait pas eu d'affaire Vrain-Lucas. Or, il va plus loin, et il va de plus en plus loin. Et ça, c'est curieux, ça fait partie de cette relation. Alors, est-ce qu'il ricane? Je ne sais pas, parce qu'il fait ça aussi avec un certain sérieux. Hein, la façon dont il se fournit le papier, dont il le traite, les graphiques, il imite. C'est austère, finalement. C'est un moine copiste, hein, sauf qu'il fabrique des faux, mais pour le reste, il a un petit peu cette physionomie-là. Et puis, il travaille beaucoup. Certes, ce qu'il fait est très répréhensible, très frauduleux, mais il ne vit pas de l'air du temps. Il passe beaucoup de temps à fabriquer beaucoup de faux. Il y a 660 signataires sur les 27 000 lettres. Donc, une capacité de création qui force l'admiration à certains égards. Et puis oui, ça implique de retenir l'aspect de chaque écriture, de chaque signature. Quand on s'immerge dans ce recueil, ce qui finit par être surprenant, c'est que toutes ces lettres, elles se ressemblent quand même. Elles se ressemblent. Un des experts a dit elles sont comme des sœurs. Et bien sûr, il y a des variantes d'écriture, ça c'est vrai. Mais première chose qui frappe, c'est que le papier est très semblable. Oui, d'une lettre à l'autre. On a très nettement l'impression, Isabelle Lemann de Chermont, que Archimède, Vercingétorix, Dagobert, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Christophe Colomb, Rabelais et compagnie se fournissent dans la même papeterie. Oui, se fournissent dans la même papeterie, c'est une très bonne idée. Et en plus, une papeterie assez ordinaire. Il faut bien reconnaître, c'est un papier qui n'a pas de finesse particulière. Ses degrés de vieillissement sont assez semblables, il faut bien le dire. On sait que dans certains de ces papiers, on a trouvé des filigranes avec des fleurs de lys pour des papiers écrits par Lazare le ressuscité, si vous voulez. C'est surprenant, on peut le dire comme ça. Ça ressemble à une œuvre, cette succession de lettres invraisemblables. Et plus elles sont invraisemblables, plus elles sont réussies, finalement. Et on se demande des fois si Vrain-Lucas n'essaye pas de pousser à chaque fois le bouchon un petit peu plus loin, en se disant non, là, ça ne va pas passer. Et puis ça passe quand même. Et Chasles, encore plus heureux d'avoir une lettre encore plus invraisemblable. Il y a quelque chose de ce niveau-là qui sort de la simple escroquerie banale. Vrain-Lucas, suite à sa non-livraison des documents déjà payés, est arrêté. Gérard Coulon.
par la police, qui perquisitionne chez lui. On retrouve un peu tous les éléments pour faire les faux, bien entendu. Vrain-Lucas est donc emprisonné pour abus de confiance et usage de faux. Lui, qui ne peut pas s'empêcher d'écrire, réclame très vite du papier et un crayon. Il est incarcéré le 9 et le 20 septembre, 11 jours après, il rédige un mémoire sur les motifs qui l'ont poussé à faire tout cela. 5 ou 6 feuillets, de 4 feuillets, un petit texte de 4 feuillets qui est de la main de Vrain-Lucas, mais qui cette fois-ci est un vrai Vrain-Lucas, signé Vrain-Lucas. C'est le seul document authentique. C'est le seul document authentique que j'ai de Vrain-Lucas à vous proposer. Et donc, ce document de Vrain-Lucas est intitulé Galilée, Pascal, Newton, mémoire, motifs qui m'ont fait agir. C'est un mémoire, donc avant sa condamnation, c'est un mémoire pour expliquer les raisons de ses actes. Et une bonne partie va être utilisée évidemment dans le plaidoyer au tribunal correctionnel par son avocat. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a tous les mécanismes de défense qu'on peut imaginer et qui commencent d'abord par dire, mais au fond, j'ai pas l'intention de faire une escroquerie. C'est pas une escroquerie que j'ai faite. Au début, c'était une mystification. C'était un petit peu pour s'amuser. Et après, il va avoir un mécanisme qui est quand même extraordinaire, c'est de dire « Ah mais oui, mais alors, ma mystification, elle a marché bien au-delà de ce que j'attendais. Monsieur Schall, ça l'intéressait, il me poussait à faire d'autres lettres. Et en fait, j'ai cédé à la tentation, mais comme si c'était Schall qui l'avait tenté. Il a un aplomb fou, hein. Et alors il trouve des mots quasiment à vous tirer les larmes. Je me suis laissé entraîner vers cette route dangereuse. Ah, que mon repentir est grand. Oui, il est sincère, j'en prends Dieu à témoin. Au cours du procès, qui se tient donc en février 1870, le président essaiera par tous les moyens de savoir ce que Vrain-Lucas a fait de l'argent. Oui. Le sans procès, succès. Voilà, le procès est intéressant parce qu'évidemment, il y a une foule considérable. Et évidemment, au début, Schall est là, bien sûr. Personnage prestigieux, il y a des académiciens qui sont là. C'est le premier témoin. Oui, et au début, il y a un silence de plomb et personne n'ose sourire. Et puis, quand on commence à lire le courrier, il y a d'abord un gloussement au fond de la salle, puis il dit la presse. La salle est secouée d'un immense éclat de rire, parce qu'on se dit, mais attendez, ça n'est pas possible. Et puis, ce rire passé, on va au cœur des choses, et le président Brunet demande à Vrain-Lucas, mais Vrain-Lucas, dites-le nous maintenant, vous n'avez rien à perdre. Qu'est devenu cet argent? C'est énorme, cette somme. Et là, Vrain-Lucas se trouble un peu, il a un moment d'hésitation, on sent qu'il vacille. Il est sur le point de livrer quelque chose qu'on ne saura probablement jamais, mais il se reprend, il avale sa salive, et il dit en regardant le président droit dans les yeux, « Monsieur le Président, j'ai éprouvé des malheurs. » Et il n'en dira jamais plus. Il y en a tellement des fausses lettres de Vrain-Lucas que forcément... Au procès, on s'est posé la question de savoir si Vrain-Lucas avait eu des complices. On ne l'en a pas trouvé, hein, à ma connaissance. Hein. Et il affirme avoir travaillé tout seul. Ouais. Et je vous avoue que je crois qu'il a travaillé tout seul. Gérard Bérébi. Et puis il voulait restituer à la France les gloires qu'on lui a ravies. Alors, les magistrats ont marché un petit peu dans le raisonnement, mais pas trop quand même, et il a fini par être condamné en février 1870 à 2 ans de prison et à 500 francs d'amende. Ce qui est très spectaculaire au procès, c'est la façon dont Michel Schall encaisse le ridicule, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et on décèle même chez lui une espèce de grande indulgence pour Vrain-Lucas, oui. Même au procès. Oui. Il n'attaque jamais vraiment Vrain-Lucas. Il y a là aussi un comportement, une attitude qui ne manque pas d'étonner. Ce qui étonne aussi après, c'est que en prison, Vrain-Lucas a eu la visite de Michel Schall, qui lui a apporté des douceurs pour l'aider à supporter l'incarcération. C'est tout de même invraisemblable.
Alors qu'il a été floué d'une fortune. Et couvert de ridicule. Couvert de ridicule, parce qu'au procès, les gens ont tout de même souri, se sont quand même moqués de Michel Chasles. Mais on a l'impression qu'il était dans sa bulle et que tout cela a glissé un peu innocemment. Vraiment, sa personnalité est difficile à percer. Et au procès, il aurait dû être couvert de honte, être malmené. Il ne l'a pas été. On a même respecté un peu sa naïveté. On l'a trouvé tellement candide que c'est touchant. Il mérite le plus grand respect. Donc on ne lui en veut pas du tout. Au contraire, il en sort grandi. Ce qui ne sera pas le cas de Vrain-Lucas. Sa peine purgée, le faussaire récidivera consciencieusement, retournera par 2 fois en prison, se verra interdire l'accès de toute bibliothèque et mourra tristement et misérablement en 1881. L'année précédente, le grand géomètre Michel Chasles, son client fusionnel, prenait congé des abstractions terrestres et des sarcasmes de ses semblables, en s'étouffant avec une guimauve. Le mathématicien sera resté un éternel grand enfant. Si la chose était restée, parce qu'on peut épiloguer comme ça, c'est-à-dire si la chose était restée secrète, que M. Chasles en arrivait à mourir, et que 50 ans ou un siècle après sa mort, ses héritiers décidaient de rendre public, voire d'organiser une vente aux enchères de cette collection, il est fort probable que l'on ne connaîtrait pas aujourd'hui Vrain-Lucas, et il est fort probable qu'un certain nombre de lettres passent pour authentiques, et d'ailleurs dans les archives il y a des faux, comme il est de notoriété publique que dans les musées il y a des faux, notamment aux États-Unis, le MoMA, c'est de notoriété publique qu'il y a des faux et on ne peut pas le reconnaître parce qu'il faudrait vider une partie du musée. Et ça remettrait en question l'économie. C'est-à-dire qu'à partir du moment, si vous voulez, c'est une interaction entre faussaires et collectionneurs. C'est-à-dire le faussaire est apparu avec l'apparition des collectionneurs. Et puis les collectionneurs, comme M. Chasles, avaient cette telle volonté, ce tel désir de posséder pour démontrer scientifiquement qu'on ne pouvait que l'aider. Et donc, pour l'aider, on faisait des faux, et accessoirement, on se faisait payer, bien sûr, mais c'était quand même beaucoup de travail, donc c'est légitime d'être payé. Donc, moi, je trouve ça assez moral, en fait. Ça montre un peu l'escroquerie de beaucoup de milieux qui ont pignon sur rue et qui affichent une autorité intellectuelle, qui affichent une arrogance de classe. Et puis, même si on a relevé des anachronismes, des lettres de Vercingétorix, de Sappho, de Newton, de Dante, de qui vous voulez, je veux dire, il faut quand même un minimum de talent pour les faire, et je mets au défi quiconque de faire ne serait-ce qu'une fausse lettre de Chateaubriand, par exemple. C'est pas donné à tout le monde. Et arrive quelqu'un qui n'a aucune formation, aucun bagage, aucune étude, et qu'on ne peut pas dire que c'est vraiment pour l'appât du gain. Parce que d'accord, il était payé, mais c'est pas des sommes aussi extraordinaires. C'est tout de même pas mal d'argent. C'est pas mal d'argent, mais c'est quand même 27 000 pièces fausses qui ont été produites. Excusez-moi, mais je défends le travailleur. Hein. Il faut le faire, hein, produire 27 000 pièces fausses. Hein. Et puis, il n'avait peut-être pas le talent d'être un véritable écrivain, c'est-à-dire de faire œuvre avec lui-même et à partir de lui-même. Mais il avait sa contribution aux lettres, en quelque sorte. Il avait quand même suffisamment de talent pour produire ces choses-là. L'affaire Vrain-Lucas, l'empereur des géomètres et le prince des faussaires. Avec Gérard Bérébi, éditeur, Frédéric Castin, libraire et marchand d'autographes, Gérard Coulon, auteur de Signé Vrain-Lucas aux éditions Errance, Bruno Fulini, historien, Isabelle Lemann de Chermont, directrice du département des manuscrits à la Bibliothèque nationale, Nicolas Michel, doctorant en histoire des mathématiques. Texte lu par Olivier Martineau. Gérard Bérébi, le patron méritant des éditions Alia, nous a fait l'aimable proposition suivante. Pouvez-vous dire à vos auditeurs de nous écrire? Nous offrirons à chacun un exemplaire du livre de Georges Girard sur l'affaire Vrain-Lucas, le parfait secrétaire des grands hommes que nous avions réédité en 2002. Attention, il n'en reste plus que quelques dizaines. L'adresse, 16 rue Charlemagne, Paris 4e.
Merci à la Bibliothèque nationale de France et au bibliomane Éric Houellebecq. Bibliographie et liens sur franceculture.fr. Coordination Christine Bernard, archivina Véronique Jolivet, prise de son Jérémy Tuile, mixage Benjamin Vignal.